France Info. Bonjour Denis Laferrière. Bonjour. Et merci de passer ce petit moment avec nous sur France Info. Il y a 6 ans, c'est jour pour jour, la terre tremblait. Vous étiez, vous, à Port-au-Prince, j'ai presque envie de dire que vous étiez par hasard. Passé le choc, je me souviens de vous l'avoir entendu dire, vous avez tout de suite pris un carnet de notes et ça a donné un livre qui s'appelait d'ailleurs à l'époque « Tout bouge autour de moi ». Est-ce que vous vous souvenez de ce moment-là, moment où vous n'êtes plus sinistré, mais vous êtes écrivain, mais au milieu de ce chaos-là? Oui, je me souviens de la raison pour laquelle j'ai pris un carnet au lieu de me précipiter pour voir autour de moi les gens qui étaient blessés. Je m'étais dit, si c'est vrai qu'écrire vaut la peine, il faudrait bien dans ce moment terrifiant, ce moment où ma ville était en train de tomber, que je puisse noter ce qui se passe pour que on puisse s'en rappeler de façon exacte de l'événement. Je ne voulais pas qu'on se rappelle uniquement des commentaires, des larmes qu'on allait verser, mais de ce moment où tous ceux qui étaient dans la ville étaient soit morts ou auraient pu mourir. Nous étions, comme on dit, entre nous. Et c'est marrant que vous repreniez cette phrase parce que vous disiez à l'époque dans une interview que j'ai retrouvée qui date un peu, vous disiez « Haïti n'a pas besoin de larmes, mais d'énergie ». Tout à fait. Jusqu'à présent, c'est cela. J'étais en Haïti il y a peut-être 15 jours. J'allais dire, vous y êtes retourné souvent depuis ou Oui, mais à chaque fois pour des raisons précises, comme écrivain surtout, parce que ce pays ne s'est jamais désarmé, si l'on peut dire, sur la question de la littérature, des arts, et c'est pourquoi il est si étonnant. Quand on voit Port-au-Prince, une ville exsangue où la misère est si présente, hein, où la surpopulation, où l'électricité, où l'instabilité politique, et on se dit les gens doivent être dans une vie totalement primitive. Et j'étais à Port-au-Prince il y a moins d'un mois. Et ce que j'ai vu d'abord, c'est une grande exposition, le ghetto biennal des artistes qui s'appelle Artistes Résistance. Et sur la grande rue de Port-au-Prince, dans une zone de misère qui ressemble à une zone Bagdad sous les feux. Et ces gens font des sculptures immenses qui étaient d'ailleurs présents au Grand Palais et en 2015 dans une exposition magnifique sur Haïti. Et c'est un salon international de littérature où le Québec était le pays invité aussi, au Champ de Mars, c'est-à-dire le centre de la ville de Port-au-Prince, où des centaines et des milliers de jeunes étudiants étaient présents pour écouter la littérature. Et ça veut dire que la culture survit derrière le chaos, c'est même la première chose qui réémerge en fait. C'est aussi ce que vous disiez à l'époque. Hein. Oui, la phrase que j'avais dit dès le lendemain de cette catastrophe qui n'est pas sortie de nos cœurs, c'était « Et quand tout tombe, il reste la culture ». J'avais peur après l'avoir dit, parce qu'il y avait 230 000 morts, on ne savait pas à ce moment-là le nombre de morts, et on oublie toujours d'ajouter beaucoup de blessés. 300 000. Voilà. Et les blessés, je dois le dire de façon terrifiante, c'est pire que les morts. Parce que les blessés, ils restent, et ensuite, ils ne servent à rien pour les familles qui sont déjà à terre. Et ils ont le sentiment de ne servir à rien et d'être un poids. Et le mort, on peut l'enterrer, mais le blessé, il faut s'en occuper. Et quand personne n'a rien, qu'est-ce qu'on fait avec un blessé? Daniel Laferrière, je voudrais vous remettre dans l'oreille, juste après 2010, donc juste après le tremblement de terre, c'est Jean-Marc Bellerive qui était Premier ministre à l'époque. Écoutez-le. Moi, je me rappelle le regard des Haïtiens les 15 jours qui ont suivi le séisme. C'est un regard vide, hagard. On voyait les gens marcher dans les rues sans savoir où ils allaient. Aujourd'hui, il y a un nouveau sens de la détermination qu'on va reconstruire, on va recommencer à faire notre vie. Et ça se sent dans le regard de chaque Haïtien. Maintenant, il faut bien savoir de quoi on parle. On parle d'Haïti, on parle du pays le plus pauvre de l'hémisphère, l'un des pays les plus pauvres de la Terre, qui se retrouve face à l'une des plus grandes catastrophes mondiales. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça va dépendre de l'appui qu'on reçoit. Ça dépend de l'appui qu'on reçoit, mais pas seulement. Vous aviez eu cette phrase aussi qui avait pu choquer, c'est pas vraiment mot, il faut juste la prendre au vrai deuxième degré. Vous aviez dit « on n'aura pas cette chance une deuxième fois ». Preuve que du chaos, effectivement, peut naître quelque chose. Quand on entend ce qui se passait là, en 2010, et ce qu'on entend de l'ex-premier ministre, est-ce qu'il s'est passé quelque chose réellement de ce chaos, cependant? Je ne l'ai pas vu.
Vous savez, Port-au-Prince est resté la ville surpeuplée. Et la première chance, c'était d'éparpiller la population sur l'ensemble du territoire. Beaucoup de gens sont allés en province immédiatement après. Et il y a eu une sorte de valse-hésitation. On n'a pas su les retenir dans les villes de province où ils étaient allés. Et d'abord, ces villes-là aussi se sont appauvries immédiatement, puisque la population était nombreuse. Mais je pense qu'on aurait pu au moins retenir, ne serait-ce que pour la reconstruction de Port-au-Prince. Qui est toujours dans un état, je me souviens des idées de Bill Clinton, qui avait engagé sa fondation, qui avait parlé de mieux reconstruire à ce moment-là. Au final, le provisoire est devenu définitif et donc tombe en lambeaux. Il y a toujours des gens qui sont dans des abris extrêmement précaires. Il y a toujours des gens qui sont dehors. Le choléra a tué 8000 personnes. Mis bout à bout, ça fait peur quand même. Oui, le choléra. Mais pour beaucoup de gens dehors, j'étais à Port-au-Prince dernièrement, et j'ai beaucoup moins vu qu'à l'époque. Au contraire même, je demandais comment ils ont pu résoudre ce problème, puisque je n'ai pas vu de nombreuses nouvelles habitations. On avait pensé qu'il y aurait des habitations à loyer maudit, comme on dit. Je n'en ai pas vu de nouvelles, et pourtant, j'ai pas vu non plus d'abris précaires autant que l'on dit. Peut-être qu'on a déplacé ces abris-là vers d'autres zones en dehors de Port-au-Prince. Il y a eu ça aussi. Mais je n'ai pas senti, et étonnamment, j'étais avec des étrangers et des écrivains, et je leur ai dit, en quittant l'aéroport pour arriver à l'hôtel, qu'est-ce que vous avez remarqué ? Et tout le monde me parlait, j'ai dit, mais n'oublie pas, il y a à peine 5 ans, cette ville avait subi la plus grande catastrophe. Et ils avaient vu une Haïti qu'ils voyaient généralement et dans les médias, mais pas quelque chose qui aurait pu choquer, et comme ils ont vu au moment du tremblement de terre sur les écrans de télévision. Juste une toute dernière chose, parce qu'il faut qu'on aille discuter avec Thomas Negarov dans une seconde. Vous ne votez pas en Haïti, donc je veux bien croire que vous ne voulez pas vous mêler, mais quand même, on attend toujours des élections qui aient une tenue, on attend toujours un deuxième tour qui n'a pas eu lieu. Quel regard vous portez là-dessus ? Aucun. Et je n'ai jamais cru qu'un nouveau président... je ne peux pas croire que la sortie d'Haïti passera par cela. Et je crois qu'en période électorale, c'est vrai, il y a une montée de l'insécurité la nuit. J'y étais, j'ai vu que l'insécurité a repris la nuit parce que certains candidats ou des gens utilisent cette insécurité et cette violence pour faire entendre leur point de vue. Bonjour Thomas. Bonjour Et Fabienne. votre retour en arrière ce matin est destiné à notre invité Dany Laferrière. Vous avez placé le compteur à moins 68 ans. Oui, en fait, un peu moins finalement. On va un peu raccourcir pour laisser la place à Thierry Fioril. Mais Dany Laferrière, juste, j'ai trouvé dans les archives de l'INA un son sur lequel j'aimerais vous entendre réagir. C'est un autre grand représentant de la littérature francophone, académicien français comme vous, Léopold Sédar Senghor. On est en 1966. Il est encore président du Sénégal. Et j'aimerais vous faire réagir à ces mots. D'une certaine manière, de poser les problèmes et d'en chercher les solutions. Et pour moi, c'est beaucoup plus important. Je m'empresse de vous dire que la francophonie ne s'oppose pas à la négritude ou à l'arabisme. Nous venons d'organiser le premier festival mondial des arts nègres. Je pense justement que parce que nous sommes enracinés dans la négritude et très profondément, nous avons besoin de la langue et de la civilisation française comme apport complémentaire, comme pollen. Comme le disait le général de Gaulle il y a 20 ans, l'avenir est au métissage, et d'abord au métissage culturel. Voilà, la langue française comme besoin et non comme symbole de domination coloniale, comme pollen, l'expression est magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça correspond aussi à votre vision de la littérature française et de la langue française ? C'est très émouvant d'entendre ça encore et de l'entendre en ce moment sur quelque chose comme ça où il relie tout le monde et il a fait passer la négritude sans heurts à la francophonie. Je l'ai salué sur cette question-là dans mon discours à l'Académie française. Quant à la langue française, qui n'est pas uniquement une affaire de colonisation ou de colons, et je l'ai vécu dans ma chair, puisque quand j'étais jeune gens à Port-au-Prince, on nous disait que le créole a été dominé par le français et qu'il fallait rejeter cette langue de domination. Quand je suis arrivé à Montréal, on m'a dit que le français est dominé par l'anglais et qu'il faut, disons, rejeter cette langue
de domination qui est l'anglais. Quand je suis arrivé à Miami, on m'a dit que l'anglais est dominé par l'espagnol et qu'il faut rejeter. Finalement, il faut plutôt parler des gens. Et Senghor d'ailleurs a évidemment parlé du premier festival des Arts Nègres où était présent et Malraux, et il l'a raconté bien plus tard, et dans sa mythomanie on connaît comment Malraux réinvente les événements, et Senghor a dit tout ce qu'il a dit était faux, mais le portrait qu'il a tracé de moi était absolument vrai. Merci Daniel Ferrière. Merci beaucoup. Thierry Fioril, tiens, puisque vous êtes là, enfin pas puisque vous êtes là, c'est même à vous, je voudrais qu'on parle un peu quand même de littérature avec Dany Laferrière, mais pas seulement, parce que j'aurai une question subsidiaire juste après. Oui, puisque vous et votre éditeur Grasset édite Mythologie américaine, livre dans lequel on retrouve des romans essentiels dans votre biographie, notamment Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer, qui date de 85, Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit, et puis Le Zoo Kama Sutra, qui est tiré d'Hiroshima, qui est un texte de 87. Et ce court récit, Truman capote au Parc Hôtel, un texte dans lequel Dany Laferrière, votre narrateur, se promène dans Port-au-Prince et il croise la belle Ottilie, elle-même échappée d'un roman de Truman Capote. Qu'est-ce qui lie tous ces textes entre eux? L'Amérique, la vision que jeune écrivain, je voulais être un écrivain comme Henry Miller, et comme Bukowski, et je voulais trouver les traces de cette Amérique que Borges appelle le matin du monde, et dans ma littérature, et m'échapper de l'influence de la littérature française que j'aimais bien, mais que je trouvais trop littéraire. Est-ce pourquoi je me suis acheté une machine à écrire à la sortie de l'usine à Montréal pour essayer de retrouver la spontanéité, l'immédiateté d'un Bukowski, d'un Hemingway ou d'un Miller. Donc ce qui lie tous ces écrivains, c'est une recherche, la recherche d'un jeune écrivain pour habiter son continent, le continent américain. Dany Laferrière, tant pis, Marie Bernardo, je vais vous prendre une minute parce que j'ai une question quand même qui me brûle les lèvres. Vous parliez des gens tout à l'heure et de ce qu'ils étaient. Vous avez dit aussi cette phrase que Thierry Fioril m'a remis dans la tête. Vous avez dit l'écrivain n'a pas de nationalité. Et vous n'avez forcément pas échappé au débat qui nous poursuit en ce moment en France, hélas, et notamment sur ce que nous sommes. J'ai extrait cette phrase, vous avez dit, on nous emmerde depuis 50 ans avec l'identité. C'est l'expression à la mode. On dirait qu'on a été pris en otage par une bande de psychologues, de psychiatres ou de psychopathes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce débat-là aujourd'hui qui nous mange littéralement en France sur ce que nous sommes, notre identité, ce qu'on doit être, la déchéance ou pas? Elle est née du confort, on dirait. Et quand on a réglé tous ces problèmes, et parce qu'en Haïti, ce serait le contraire. On a un trop plein d'identité, on s'en occupe pas. C'est ce que vous disiez aussi, d'ailleurs, vous en avez trop. Ouais. Tout à fait. Moi, l'identité, je l'ai toujours comparée comme une bicyclette, comme monter à vélo. Et si on regarde trop là-haut avant, quand on conduit une bicyclette, on tombe. Il faut regarder plutôt le plus loin possible et pour pouvoir rester en équilibre. Dany Laferrière en direct sur France Info. Merci beaucoup.